Bonjour tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver pour la deuxième conférence de cette édition du cycle de conférences ici de la section. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir Geoffrey Williams, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain. Et il s'agit d'une conférence qui est faite en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant. Et donc, nous sommes vraiment contents d'avoir pu bénéficier de cette occasion, de cette opportunité, étant donné que le professeur Williams est en train de passer une année académique au Washington College of Law de la American University. Et donc, heureusement pour nous, ça a fait en sorte qu'on a pu le recevoir ici aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'ai passé la parole à la professeure Michelle Giroux, qui va présenter notre invité d'aujourd'hui. Merci, Margarita. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Geoffrey Williams aujourd'hui. Donc, Geoffrey Williams est professeur à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, où il enseigne des cours en droit de la famille, en droit international et comparé de la famille et en approche interdisciplinaire aussi du droit de la famille. Il co-dirige aussi, malgré son très jeune âge, le Centre de droit de la personne, de la famille et de son patrimoine, le CFAP. Et sa thèse de doctorat et la plupart de ses travaux cherchent principalement à mesurer justement l'impact des droits de l'homme, des droits humains sur le droit de la personne et de la famille. C'est un petit échantillon qu'on va avoir aujourd'hui. Et entre autres choses, il s'intéresse aussi à la question des statuts en droit de la famille, que ce soit statut conjugal, statut parental, statut patrimonial. Personnel, pardon. Il dirige actuellement sur ce sujet, sur ce dernier sujet avec Joanne Sesson, qui est déjà venue ici aussi comme chercheur invité, et Gwendoline Mott, un projet de recherche internationale dont les résultats paraîtront sous peu chez Intersentia, sous le titre Adults and Children in Postmodern Societies. Et c'est un grand projet de droit comparé, donc qui comprenait autour de 19 pays, donc des experts de ces différents pays auxquels moi j'ai eu vraiment l'honneur de participer. Et comme Margarita l'a mentionné, durant les derniers mois, Geoffrey était à Washington, donc à titre de Fulbright Visiting Scholar au Washington College of Law de l'American University. Et juste avant de repartir pour Bruxelles, il fait un petit saut à Ottawa, il est arrivé juste avant la tempête hier, et donc il vient nous présenter les résultats de sa recherche qu'il a avancée aux États-Unis, une comparaison donc entre la Cour suprême des États-Unis et la Cour européenne des droits de l'homme, donc l'impact des droits fondamentaux sur le droit de la famille, sur la personne et les familles. Mais comme c'est une conférence qui se voulait aujourd'hui du laboratoire combiné du laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant et de la section droit civil, ils vont insister davantage sur l'aspect de sa recherche qui porte justement sur la famille. Mais il y aurait beaucoup plus à dire. Alors, Geoffrey, je te cède la parole pour une petite heure, et puis on se gardera peut-être un 50 minutes, on se gardera 20 minutes pour les discussions à la fin. Merci beaucoup. Merci, Michel. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier évidemment Madame la vice-doyenne et Michel pour leur très aimable invitation à venir vous présenter aujourd'hui une partie d'une recherche qui est encore en cours. Elle n'est pas vraiment finalisée. Il nous faudra encore un peu de temps pour mettre tout ensemble, mais je pense déjà pouvoir vous présenter quelques éléments de réflexion. C'est donc une recherche qui est financée. Il faut exprimer sa gratitude par mon université et aussi par l'organisme Fulbright, et qui se déroule effectivement au Washington College of Law de l'American University, où je reste pour 6 mois, et donc jusqu'au 31 janvier de cette année.
Alors, ma recherche porte effectivement sur une comparaison de la Cour suprême et de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne l'impact des juridictions des droits de l'homme sur le droit de la personne et de la famille. Et je vais commencer par expliquer peut-être en quelques mots dans quel contexte cette comparaison vient intervenir. À mon avis, le contexte dans lequel on peut maintenant se lancer sans hésiter dans une telle comparaison, c'est un contexte dans lequel un double mouvement traverse le droit de la personne et de la famille. Un premier mouvement qui est un mouvement de constitutionnalisation, on dit parfois de droit de l'homisation du droit de la famille, au sens où progressivement, un peu partout dans le monde, les droits de l'homme, les droits fondamentaux, les libertés publiques s'imposent un peu comme la référence fondamentale de ceux, législateurs, juges, administrations déterminant des politiques publiques, qui façonnent les règles de droit de la personne et de la famille. Ce mouvement de constitutionnalisation, cette montée en puissance des droits de l'homme, disons, comme horizon régulateur en droit de la personne et de la famille, on pourrait considérer que dans les ordres juridiques américains et européens, des moments particulièrement significatifs pourraient être d'un côté l'arrêt Griswold contre Connecticut de la Cour suprême des États-Unis, qui est un arrêt fondamental consacrant le droit à l'intimité maritale des époux et le droit pour les époux de recourir à la contraception s'ils le souhaitent. C'est dans cet arrêt que la Cour suprême va mettre en avant le concept de right to privacy, qui va ensuite être la base sur laquelle se développera toute la jurisprudence de la Cour suprême dans le champ du droit de la personne et de la famille. Un équivalent européen pourrait être l'arrêt Marx contre Belgique, rendu en juin 79 contre mon pays, parce que cet arrêt, outre qu'il a consacré le principe fondamental de l'égalité entre tous les enfants dans l'ordre juridique européen, il a aussi permis à la Cour de poser les bases de l'interprétation du concept de droit au respect de la vie familiale, dont allait par la suite découler pour l'Europe l'ensemble de la jurisprudence strasbourgeoise relative aux droits de la personne et de la famille. Alors, les droits de l'homme, donc, comme référence ultime en droit de la personne et de la famille, cette montée en puissance des droits de l'homme, elle a évidemment une dimension globale, pour la simple et bonne raison que les droits de l'homme sont consacrés à une multitude de niveaux, depuis l'échelon local, national, provincial, étatique dans les structures fédérales, en passant par des niveaux internationaux qu'on appelle régionaux, le système interaméricain de protection, le système européen, les systèmes asiatiques ou africains, et puis des niveaux universels de protection, avec en particulier les instruments élaborés au sein de l'ONU et les instances de contrôle qui œuvrent au niveau de l'ONU. Je pense qu'une manifestation assez spectaculaire de cette intégration globale en ce qui concerne l'impact du droit de la famille, des droits de l'homme sur le droit de la famille, c'est l'arrêt ou les observations plutôt récentes mêlées contre Irlande du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, où on a un panel de juges venus de tous horizons qui ont pris à l'égard de l'Irlande une décision suivant laquelle les droits découlant du pacte international sur les droits civils et politiques avaient été violés à défaut d'accès à l'avortement en cas de danger pour la santé et pas seulement la vie de la mère. Ça montre bien ce phénomène de globalisation, et dans ce contexte global où il y a une multitude d'instruments et une multitude d'instances qui protègent les droits de l'homme, il y a évidemment tout un tas de liens qui peuvent se nouer. Ces liens, on peut dire en résumé qu'ils sont de trois ordres différents. Il y a des liens verticaux, évidemment. Quand une cour constitutionnelle, par exemple la cour constitutionnelle allemande, pense régler la problématique, par exemple, du mariage incestueux, et qu'ensuite la Cour européenne des droits de l'homme se penche sur ce qu'a fait la Cour constitutionnelle pour la censurer ou au contraire valider son interprétation, c'est un rapport vertical, un peu hiérarchique dans ce contexte global. Il y a évidemment des rapports horizontaux qui sont possibles au même échelon. Par exemple, quand la Cour européenne, c'est déjà arrivé, va aller chercher de l'inspiration dans le travail de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour trancher une question qui lui est présentée. Et puis, il y a des rapports qu'on pourrait dire diagonaux. Des rapports diagonaux quand, par exemple, une cour internationale comme la Cour de Strasbourg va s'intéresser à ce que fait une cour nationale, comme la Cour suprême du Canada, par exemple. Et il y a eu un précédent dans notre
arrêt Pretty contre Royaume-Uni à propos de l'assistance au suicide, il y a une référence directe à l'arrêt Rodriguez de la Cour suprême du Canada. Et donc on voit qu'il y a tout un tas de liens qui peuvent se nouer autour de l'appréhension du droit de la personne et de la famille par le prisme des droits de l'homme. Et évidemment la relation, la comparaison dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une relation diagonale entre deux échelons différents, la Cour suprême des États-Unis d'un côté, la Cour européenne des droits de l'homme de l'autre. Alors évidemment, quand on se lance dans une comparaison comme celle-là, la réticence que l'on peut avoir, et celle que certains autres peuvent avoir, c'est qu'évidemment, le risque est de comparer des choses qui ne sont pas vraiment comparables, et donc il est important, je crois, de commencer par pointer ce qui est franchement différent entre les deux instances, et puis ce qui les rapproche, et qui fait en sorte qu'il est probablement intéressant de les comparer. En ce qui concerne les points de divergence, il me semble qu'on peut pointer en tout cas 5 différences fondamentales. La première, c'est la plus évidente et j'en ai déjà dit un mot. La Cour suprême des États-Unis est une juridiction nationale, une juridiction fédérale. C'est la base du système judiciaire américain. Tandis que la Cour européenne est une cour internationale qui exerce sa juridiction sur les 47 pays membres de la Grande Europe, celle du Conseil de l'Europe, qui comprend la Turquie et aussi la Russie, de même que l'Angleterre et 44 autres pays. Donc c'est une différence fondamentale, mais elle est probablement à nuancer, je pense, au titre non seulement de la taille des États-Unis, de sa population. La population des États-Unis, c'est plusieurs centaines de millions d'habitants, donc c'est comparable au plan quantitatif avec la population du Conseil de l'Europe, qui est de 800 millions d'habitants environ. Et puis il y a aussi l'extrême diversité des États-Unis. Il peut y avoir entre des États américains des différences culturelles qui sont d'une ampleur comparable à la différence entre deux pays membres du Conseil de l'Europe. Il y a finalement la structure des États-Unis qui est une structure fédérale où de larges compétences sont laissées aux États fédérés et le droit de la personne et de la famille est une de ces compétences. Et donc je pense que la différence entre une cour internationale et une cour nationale est à relativiser sur ce point. La deuxième différence, c'est une différence de texte. Une différence de texte, décidément je ne suis pas très bon avec les boutons. Ouais. Alors, voilà, je pense que je m'en sors. Ok. Donc, ça, c'est la disposition sur la base de laquelle la Cour suprême va façonner l'essentiel de sa jurisprudence dans la matière qui nous intéresse. C'est un amendement, le 14e, qui va intervenir relativement tardivement, c'est-à-dire après la guerre civile américaine. Il fait partie de ces Reconstruction Amendments adoptés à la suite de la guerre civile. L'amendement numéro 13 qui précède, c'est l'abolition de l'esclavage. Et vous le constatez, cet amendement, il ne parle ni de vie privée, ni de vie familiale, et encore moins de mariage. Il contient la fameuse clause de due process, qui a priori n'avait qu'une vocation procédurale, mais dont la Cour suprême va tirer des obligations substantielles pour les États fédérés et l'État fédéral. Et on voit que, sur le fond, le seul concept substantiel dont il est question, c'est la liberté, et dont on peut difficilement imaginer un concept qui soit plus large ou plus abstrait ou plus incertain quant à son contenu. C'est évidemment tout différent de ce qu'on trouve dans la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée par ailleurs beaucoup plus tard dans le sillage de tout un tas d'autres instruments, dont la Déclaration universelle. Ici, on a réellement des dispositions spécialisées qui visent les questions familiales qui nous préoccupent, à savoir la vie privée et familiale à l'article 8 et le droit de se marier à l'article 12. Cette différence, elle est importante, elle est également à nuancer parce qu'au départ de son concept évanescent de liberté, la Cour suprême va finalement forger, grosso modo, les mêmes règles d'interprétation, les mêmes principes de raisonnement que la CEDH, on le verra un peu plus tard. Différence fondamentale aussi, les juges. La Cour suprême est composée de 9 juges qui sont nommés pour toujours, à vie, ou bien jusqu'à ce qu'ils se comportent d'une manière incompatible avec la qualité de juge fédéral. Ils siègent ensemble dans toutes les affaires. Ça veut dire que leur nombre fait en sorte que ce sont un peu des célébrités, leur opinion est écoutée, relayée par les médias, ils donnent des conférences, ils publient des livres, ils sont connus du grand public, leurs opinions aussi, et donc dans une certaine mesure on peut anticiper, se préparer à la façon dont la Cour, dont on connaît les 9 membres qui siégeront,
se prononcera sur telle ou telle question, et c'est une spécialité de la doctrine américaine que de faire des pronostics plus ou moins justes sur ce qui sera décidé. La réalité strasbourgeoise est vraiment fort différente, puisqu'on a là un juge par pays, 47 juges, qui ne sont pas du tout élus à vie ou nommés à vie, mais qui restent en fonction 9 ans et pas un an de plus, et qui surtout ne siègent évidemment pas à 47 dans toutes les affaires. Ils siègent dans des formations de jugement, tout seuls, à 3, à 7 ou à 17 dans les affaires les plus importantes. Mais donc leur visibilité est totalement dérisoire à côté de celle des juges de la Cour suprême, et leur poids dans une affaire déterminée est également dérisoire à côté de celui que peut avoir un juge à la Cour suprême. On est dans une démarche qui, par essence, est beaucoup plus collégiale, beaucoup plus collective que ce qui se passe à la Cour suprême. Je glisse plus vite sur les deux dernières pour pouvoir avancer. Le nombre d'affaires, la Cour suprême jouit d'un luxe inouï, celui de choisir les affaires qu'elle traitera. Je pense que vous connaissez ce système du certiorari. C'est un choix discrétionnaire. Bien sûr, ils ont créé des principes et des règles pour choisir, mais c'est un choix discrétionnaire. À Strasbourg, la logique est tout inverse. A priori, toutes les affaires recevables doivent être traitées. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Résultat des courses, la Cour suprême rend 80 décisions environ par an, la Cour européenne en rend environ 1000, qui concernent le double de demandes, puisque certaines demandes peuvent être réunies et faire l'objet d'un seul jugement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très différent aussi. Et en ce qui concerne les décisions, c'est un dernier point qui me paraît intéressant. Une décision de la Cour suprême des États-Unis est une opinion, rédigée le plus souvent par un seul juge. Donc il y a l'audience, on se réunit pour décider, on vote. Parmi le camp qui l'emporte, violation ou non-violation de la Constitution, on choisit celui qui rédigera l'arrêt. Et puis après, les juges confirment ou pas leur adhésion à l'opinion qui aura été rédigée par une seule personne. Qui dit rédaction par une seule personne, dit un style plus fluide, identifiable, un raisonnement dont on peut progressivement s'habituer aux articulations, etc. Là où à Strasbourg, l'arrêt est a priori rédigé et signé par l'ensemble des juges, ce qui implique des compromis, ce qui implique parfois une certaine aridité, ce qui implique aussi que parfois le fil du raisonnement est un peu difficile à suivre parce que des paragraphes un peu litigieux ont été simplement retirés parce que comme on ne pouvait pas se mettre d'accord dessus, il a fallu élaguer ce qui faisait problème, et donc parfois on a des ellipses au sein du raisonnement. Voilà ce qui sépare les deux juridictions, et donc maintenant le plus important, ce qui les réunit. Ce qui les réunit, et c'est assez frappant quand moi je n'avais pas lu en profondeur des arrêts de la Cour suprême avant ce séjour, on retrouve en fait, sans trop insister, sans trop les rechercher, on retrouve à peu près les mêmes aspects ou les mêmes étapes dans le processus de décision des deux cours. À mon avis, ce processus, on peut le décrire en 4 étapes ou 4 aspects, et alors je dirais qu'il y a un horizon commun ou un objectif sous-jacent commun qu'on peut aussi mettre en évidence. La première chose, c'est que les deux juges, celui de la Cour suprême, celui de la Cour européenne, ils vont commencer par donner du contexte. Ils vont montrer aux lecteurs qu'ils ne décident pas dans le néant. Ce n'est pas comme si la question de l'avortement se posait devant eux pour la première fois, ou la question du suicide assisté. Ils vont expliquer les éléments de contexte qui leur paraissent pertinents. Grand point commun, le truc qui leur paraît le plus pertinent à toutes les deux, à ces cours, c'est évidemment l'état du droit dans leur ordre juridique. C'est-à-dire que systématiquement, la Cour suprême va s'interroger que font les États fédérés américains. La Cour européenne va aussi, de son côté, s'interroger sur l'existence de consensus ou d'un dissensus au sein des États du Conseil de l'Europe. Et ce sera un premier élément de contexte jugé pertinent pour prendre une décision. Après, ça diverge un peu. La Cour suprême des États-Unis est très versée dans l'histoire. Je ne m'y attendais pas véritablement, mais c'est ça saute aux yeux quand on plonge dans les arrêts. On va s'intéresser à l'histoire de la question, histoire de l'avortement, histoire du mariage, histoire de la sexualité, etc., etc. Et cette étude historique va parfois aller très loin, jusqu'à l'Antiquité grecque et romaine, avec des références à Aristote, et puis on passe au Moyen-Âge, à la common law anglaise, aux pionniers américains, aux premières réglementations des premiers États, et puis à l'état contemporain du droit américain. La Cour européenne ne s'intéresse pas tellement à l'histoire. On ne trouve pas d'histoire dans les arrêts de la Cour européenne, et certainement pas de considérations liées à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. On y trouve par contre une beaucoup plus grande préoccupation pour le droit international. La Cour européenne des droits de l'homme va, elle, chercher des ressorts
de la nourriture pour l'esprit, plutôt dans les normes de droit international, avec une prédilection pour les normes qui émanent de l'ONU, qu'il s'agisse de normes contraignantes ou de normes de soft law, et puis pour les normes européennes, qui viennent soit du Conseil de l'Europe, qui a aussi une assemblée parlementaire qui produit du droit, et de l'autre Europe, la petite Europe de l'Union européenne et des 27 pays. Voilà pour le contexte. La deuxième chose, c'est que une fois qu'ils ont planté le décor de cette façon, les juges doivent décider si ce que demandent les gens qui saisissent la Cour, par exemple l'accès au mariage dont je vais parler, par exemple la possibilité d'avorter, par exemple la possibilité d'être aidé à se suicider, il va falloir décider si ce qu'ils demandent est connectable, est reliable, entre dans la portée, le champ d'application d'un droit constitutionnel. Ça, c'est évidemment une étape commune aux deux cours, et ce que vous savez probablement, c'est qu'aux États-Unis, il y a cette grande controverse. Faut-il interpréter la Constitution comme si nous étions les pères fondateurs il y a 2 siècles, sans prendre en compte l'évolution du monde depuis? Il y en a qui plaident ça aujourd'hui à la Cour suprême des États-Unis, mais disons que la doctrine, et je suis sûr que les gens autour de cette table, préfèrent l'idée d'un constitutionnalisme vivant qui revisite les concepts abstraits comme celui de liberté ou de vie privée, à la lumière des conditions d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle effectivement le constitutionnalisme vivant. Cette tension existe beaucoup moins à la Cour européenne. Il est clair que certains juges se plaignent très fort de l'extension un peu illimitée de la vie familiale et de la vie privée, mais personne ne dit qu'il faudrait faire comme si on était encore au temps des diligences et qu'il fallait raisonner en vase clos sans perspective historique. Et donc il y a un gros accord de principe sur l'idée d'une interprétation qu'on appelle constructive et évolutive des dispositions, qui leur permettent alors, ces dispositions abstraites, d'embrasser des problématiques très concrètes de droit de la personne et de la famille contemporaine. Si une réclamation, une revendication individuelle est rattachée à un droit, il faut alors se lancer dans une opération de balance. Et ça, c'est aussi une étape commune aux deux ordres juridiques. À la Cour suprême des États-Unis, on parle de weighing ou de balancing pour désigner l'opération par laquelle le juge qui vient de dire « oui, il y a un droit à la vie privée qui va inclure par exemple le droit à la contraception, le droit de s'engager dans des relations homosexuelles », s'il y a un droit consacré, il faut alors s'interroger sur la question de savoir s'il n'y a pas des objectifs légitimement poursuivis par l'État qui vont justifier que ce droit soit restreint. Et il faut donc procéder à la pesée et décider de quel côté la balance va pencher pour constater soit une violation de la Constitution, soit une non-violation de celle-ci. Et à la Cour européenne, c'est exactement la même chose. On a le principe de proportionnalité qui implique exactement cette même idée de balance ou de pesée. J'avance un peu plus vite pour ne pas nous mettre trop en retard. Il y a aussi des deux côtés un aspect fondamental qui revient dans tous les arrêts, c'est la question de la réserve qu'on peut attendre d'un juge des droits de l'homme, qu'il soit le juge de la Cour suprême ou de la Cour européenne des droits de l'homme. L'équilibre entre les droits des individus et les objectifs de l'État qui pourraient justifier des restrictions, il se décide normalement au plan local, au plan national ou au plan des États américains fédérés. Ce sont les législateurs, ce sont les juges locaux qui sont les mieux placés, disent à la fois la Cour suprême et la Cour européenne, pour arbitrer entre les droits individuels et les politiques publiques ou la défense d'intérêts concurrents. Et donc, on va avoir d'un côté américain, l'idée de judicial restraint, de retenue, qui signifie simplement qu'il faut être prudent avant d'imposer du haut de Washington à tous les États américains une certaine conception de ce qu'est le mariage ou la famille ou les enfants, etc., etc. De la même manière qu'à Strasbourg, on a le principe de subsidiarité qui veut dire on doit faire au niveau strasbourgeois uniquement ce qui n'est pas mieux fait au niveau local, en manière telle que la Cour ne doit pas, à tout craint, remplacer les choix nationaux posés dans les différents ordres juridiques à l'intérieur d'elle par ses propres perceptions de ce qu'est une bonne famille conforme à l'esprit des droits de l'homme. Voilà donc les 4 aspects qu'on va retrouver, bon an, mal an, dans toutes les affaires de droit de la personne et de la famille qui se présentent à la Cour suprême ou à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je dirais qu'il y a, après un objectif transversal ou un horizon commun, c'est celui de la cohérence. Celui de la cohérence
avec un petit dessin de Ronald Dworkin, qui est probablement celui qui a le mieux ou le plus théorisé cette idée que le droit doit être comme un récit qui fait sens, même s'il est un récit collectif par une multitude d'intervenants. Il est clair que quand on a des juridictions qui ont un pouvoir aussi considérable entre les mains. On parle de gens qui, en se réunissant dans des pièces plus petites que celle-ci, en étant moins nombreux que nous, peuvent changer le cours de la vie personnelle, intime, de centaines de millions d'individus. Ces gens, on ne les connaît pas. Enfin, ceux de la Cour suprême, on les connaît. À Strasbourg, on les connaît très très peu. Ils ont entre les mains des mots, la vie privée, la vie familiale, la liberté, qui, soyons honnêtes, ne veulent pas dire grand-chose. Ça veut dire que ce pouvoir exorbitant doit aller de pair avec un certain nombre d'exigences, et la plus fondamentale de ces exigences, c'est la cohérence. Je pense qu'on sera tous d'accord, décidément, je craque encore, voilà, on sera tous d'accord pour dire que la première chose qu'on peut attendre d'une personne qui a beaucoup de pouvoir, c'est que ses décisions fassent sens, qu'il n'y ait pas de contradiction dans son discours, que ses raisonnements se répondent les uns aux autres, etc. Il n'y a rien de plus inquiétant, je pense, qu'une personne qui a un pouvoir très très important et qui se comporte de manière incohérente. Et je pense qu'il y a tout un tas d'exemples récents possibles. Voilà. Voilà un peu les similitudes entre les deux juridictions, Cour suprême et Cour européenne, qui m'amènent à penser que, vu cette similarité dans la fonction exercée et dans la méthodologie mise en œuvre, il doit y avoir quelque chose d'intéressant à les comparer. Et je me tourne alors vers la question du mariage homosexuel. Ce n'est pas une intervention qui sera basée sur le suspense, puisque je vais annoncer d'emblée que la Cour suprême et la Cour européenne ont décidé très différemment cette même question de l'accès des couples homosexuels au mariage. À ma gauche, M. Obergefell devant la Cour suprême des États-Unis, content de l'avoir emporté, parce que en juin 2015, la Cour suprême a affirmé l'existence de ce droit d'accéder au mariage homosexuel, tandis qu'à ma droite, on a messieurs Schalk et Kopf, défaits dans la salle d'audience de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la Cour européenne n'a pas jugé qu'elle était en position d'obliger l'Autriche à permettre à ces deux messieurs de se marier. Je vais alors reprendre les 4 aspects, les 4 étapes dont j'ai parlé, en voyant comment ça a marché dans l'affaire Obergefell et dans l'affaire Schalk et Kopf, respectivement devant la Cour suprême et la Cour européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne tout d'abord la façon dont le décor a été planté préalablement au raisonnement de droit des droits de l'homme à proprement parler, on observe que, tout d'abord, chacun a respecté les règles de base. C'est-à-dire que, côté américain comme côté européen, on s'est d'abord interrogé sur l'état interne de la question. À la Cour suprême, le juge Kennedy, c'est le juge qui a tenu la plume, c'est lui qui a rédigé l'opinion, il a constaté qu'aux États-Unis, il y avait une sorte de dialogue et de division sur la question. Il y avait des législateurs en Californie, à New York, qui avaient passé le cap du mariage homo. Il y avait des cours suprêmes des États qui avaient affirmé l'existence d'un droit. Certaines cours d'appel dans le système fédéral américain avaient également pris position, mais c'était contredit par d'autres. Et donc, Kennedy conclut, voilà, on a une sorte de dialogue qui s'est noué entre tous ces acteurs, mais le résultat, c'est un paysage éclaté, une division. Et il dit une division, mais c'est en réalité une majorité d'États à ce stade qui n'acceptent pas le principe du mariage gay. C'est plus direct à la Cour européenne des droits de l'homme, où on affirme d'emblée que seulement 6 États sur 47 au sein du Conseil de l'Europe permettent le mariage homosexuel. Suite de la démarche, aux États-Unis, sans surprise, c'est une leçon d'histoire qui est offerte par Kennedy. C'est une leçon d'histoire, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire de l'histoire en mouvement. Il va reconnaître que le mariage est une institution immémoriale, il va avouer que dans les arts, dans la philosophie, dans la religion, toutes les consécrations, toutes les réaffirmations de l'utilité du mariage et de la beauté du mariage ont eu lieu à propos du mariage hétérosexuel. Mais il va dire en même temps, on peut par contre pas dire que l'institution du mariage n'aurait pas changé. Il va dire, c'est aussi une histoire en mouvement. Par exemple, on a abandonné l'idée que les mariages étaient arrangés entre les familles.
on a, dit-il aussi, abandonné l'idée qu'au sein du mariage, l'époux devait exercer l'ensemble des pouvoirs et pas l'épouse. Et ces deux évolutions qu'il prend en exemple, dit-il, n'ont pas appauvri l'institution du mariage. Au contraire, elles ont enrichi, ennobli l'institution du mariage qui en est sortie grandie. Vous suivez avec moi son raisonnement, il dit pourquoi l'intégration des couples homosexuels, même si c'est une petite révolution, ne rendrait pas le mariage aussi encore plus attrayant, plus beau et historiquement plus respectable. Et il va alors embrayer sur l'évolution parallèle des droits des homosexuels, évolution à laquelle la Cour suprême a notamment contribué, par exemple en décidant que le Texas violait la Constitution en poursuivant pénalement le délit de sodomie. Donc il y a, dès le stade de la contextualisation, une insistance sur le fait que l'histoire et la tradition, c'est très bien, mais l'histoire n'est pas immobile et elle est un processus plutôt qu'un état, en sorte que l'histoire du mariage pouvait s'ouvrir sur un nouveau chapitre potentiel. Et puis ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ça c'est assez exceptionnel, ça n'intervient pas dans tous les arrêts. Il va aussi y avoir un petit bout d'histoire au pluriel, parce que le juge Kennedy va se pencher sur les histoires singulières des individus. Pourquoi va-t-il le faire? Eh bien, parce qu'il va pointer trois histoires qui vont, en réalité, on le sent déjà, peser dans la balance, dans la direction que lui souhaite. C'est le juge qui écrit l'opinion, et on sait que la Cour suprême va affirmer le droit des couples homosexuels, et donc on est dans la préparation du terrain. On met en place des pions argumentatifs qui vont permettre d'aboutir à la décision souhaitée. Il s'agit d'une histoire tragique en premier lieu, celle de M. Obergefell qu'on a vu en photo. Il s'est marié dans le Maryland avec son compagnon juste avant le décès de ce compagnon. Il retourne ensuite dans l'Ohio. Son mariage ne vaut plus rien, avec tout ce que ça implique comme difficulté non seulement morale, mais aussi matérielle, que vous imaginez très bien. Il y a un couple de femmes infirmières qui élèvent à sa maison des enfants à besoins spécifiques et qui ne peut pas établir un double lien d'adoption à l'égard de ses enfants, avec des craintes. Qu'adviendra-t-il en cas d'accident tragique qui arriverait à l'une ou l'autre d'entre nous? Et puis un autre symbole américain, l'armée. Il y a un vétéran de l'Afghanistan, marié avec son compagnon à New York. Il est ensuite appelé à être caserné dans un autre État, je ne sais plus lequel, mais dans cet autre État, son mariage n'existe pas. Et donc on a le drame d'un décès, on a évidemment la compassion qu'on peut avoir pour des gens qui se dévouent à des enfants à besoins particuliers, et puis la guerre, des gens qui ont servi sous les drapeaux et auxquels on n'accepte même pas la reconnaissance de leur mariage. On a là un terreau fertile pour la décision qui sera finalement prise. À Strasbourg, voilà, j'ai changé de slide encore. À Strasbourg, c'est un peu différent. Pas d'histoire, pas d'histoire à Strasbourg. On est plutôt dans la référence aux instruments internationaux. Et qu'a-t-on alors? On a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est la liste de droits fondamentaux pour le Conseil de l'Europe et ses 47 pays membres. Et puis, la Charte des droits fondamentaux, c'est l'instrument protecteur des droits de l'homme dans la plus petite Europe, celle de l'Union européenne. Il n'y a pas eu d'emblée cet instrument. Il est arrivé en 2002. Il est entré en vigueur beaucoup plus tard, je crois, en 2009, c'est-à-dire pas longtemps avant la décision Schalke-Kopf. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il y a un article 9 dans cette Charte des droits fondamentaux qui dit... qui consacre, comme l'article 12 de la Convention européenne, le droit de se marier, mais le consacre sans plus faire référence à l'homme et à la femme. On a omis la référence aux deux sexes. Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille. Et le commentaire de cette charte explique que on a abandonné la référence aux deux sexes pour tenir compte d'une certaine diversité qui commençait à exister en Europe et du fait que des États ne faisaient plus de la différence des sexes une condition du mariage. Mais ce même rapport explicatif explique d'emblée que cette reconnaissance par l'article 9 de la diversité des approches qui commence à émerger en Europe n'implique pas que les États seraient obligés. Ça implique simplement que ça existe, qu'on le constate, mais ça n'implique pas d'obligation pour les États d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Et donc même si ce n'est pas de l'histoire, mais bien une référence à une norme internationale, on trouve quelque part la même dynamique sous-jacente que dans l'explication historique de Kennedy, au sens où il y a une dimension de mouvement et de modernité compensée par une référence à une certaine forme de tradition qu'il y aurait lieu également
de respecter. Alors si tout avait été parfait, on aurait pu avoir dans l'arrêt de la Cour européenne qui aurait fait pendant à cette insistance de Kennedy sur les cas particuliers des individus, une insistance, disons, symétrique de la Cour européenne sur la position de l'État. En réalité, ça arrive souvent quand la Cour européenne des droits de l'homme s'apprête à rendre un arrêt qui va dire l'État peut apporter cette restriction aux droits individuels, que dès le stade de la contextualisation de l'affaire, il y ait une insistance sur le grand soin, la grande qualité du débat interne qui a existé sur telle et telle question. Sur l'avortement et sur l'euthanasie, c'est très clair. Avant de conclure que, par exemple, l'Irlande peut interdire absolument l'avortement en cas de risque pour la santé, la Cour européenne s'épanche sur des pages et des pages sur le soin apporté par les politiques irlandais à nourrir un débat public sur la question, etc. Et donc, dans certains arrêts, de la même manière qu'on peut préparer le terrain à un arrêt de violation des droits en insistant sur la situation des gens, on trouve parfois le pendant, c'est-à-dire une insistance sur le soin apporté par l'État à la détermination de sa position sur une question particulière. Pourquoi il n'y a pas, je vais m'essayer à une petite spéculation, eh bien, je pense que c'est en partie parce que l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux va en réalité offrir à la Cour, on va le voir ensuite, l'ensemble des arguments et du matériau intellectuel dont elle a besoin pour parvenir à la conclusion qui sera la sienne, et j'y reviendrai un petit peu ensuite. Ça va? Donc voilà comment s'est déroulée cette première étape ou ce premier aspect de la question. Et je pense que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un usage instrumental. Contextualisé, ça n'est évidemment pas neutre. Et quand on plante le décor dans le cadre duquel on va décider, on est déjà un tout petit peu en train de décider. La deuxième chose, c'est, voilà, des deux côtés, il y a des gens homosexuels qui réclamaient la possibilité de se marier. Comment est-ce que cette revendication a été entendue et peut-être raccrochée ou pas à un droit fondamental protégé par la Constitution ou la Convention européenne. Ce qui est intéressant, en jaune tout au-dessus, c'est que on va encore retrouver l'affirmation d'un principe commun. D'une part, côté Cour suprême, le juge Kennedy explique que, voilà, pour savoir si mon concept de liberté, je vais essayer de le réafficher, mon concept de liberté tout à fait évanescent, le right to privacy tout à fait évanescent aussi qui a été affirmé dans Griswold, pour savoir si ces concepts totalement abstraits peuvent inclure le droit tout à fait concret pour des homosexuels de se marier, je n'ai pas de formule magique, explique le juge Kennedy, je dois utiliser le jugement raisonné. La Cour européenne des droits de l'homme ne dit pas nécessairement quelque chose de très différent quand elle explique dans son arrêt Schack-Ekopf, pour savoir s'il y a un droit des couples homosexuels à se marier, j'ai d'abord l'interprétation textuelle, et là c'est facile, c'est non. Une interprétation textuelle de mon article 12, l'homme et la femme ont le droit de se marier, ne me permet pas de découvrir un droit pour les couples homosexuels de se marier, mais j'ai mon instrument évolutif et constructif de l'interprétation qui me permettra éventuellement, sur base d'un raisonnement judiciaire, de consacrer un droit des couples homosexuels à se marier. Comment alors ce jugement raisonné, cette articulation de la pensée qui est susceptible d'aboutir à l'affirmation d'un nouveau droit s'est-il déroulé de part et d'autre? Eh bien, à la Cour suprême des États-Unis, on a fait, je dirais, œuvre assez créatrice, puisque la Cour suprême va principalement partir des arrêts qu'elle a déjà rendus sur le mariage hétérosexuel et en induire ou en déduire des principes de portée plus générale, d'une portée suffisamment large pour embrasser aussi la situation du couple de même sexe. Je m'explique un peu. La Cour suprême s'est en particulier référée à son arrêt Loving contre Virginie, un arrêt qui condamne, qui estime, contraire à la Constitution, l'interdiction du mariage interracial en Virginie. Il y a aussi un arrêt Zablocki, un peu surprenant, qui concernait l'impossibilité pour un homme divorcé qui ne payait pas ses contributions alimentaires du premier mariage de se remarier parce qu'il était mauvais payeur. Dans ces deux affaires, la Cour suprême avait considéré que la Constitution était violée et elle avait affirmé des principes que la Cour va à présent utiliser pour affirmer le droit des couples homosexuels de se marier. Les principes, ils sont au nombre de 4. Premier principe,
le mariage engage l'autonomie, mais aussi la dignité de la personne. L'accès au mariage, c'est une question de dignité, dit Kennedy. Deuxième chose, le mariage protège les couples mieux que n'importe quel autre statut ou mieux que n'importe quel autre ensemble de règles juridiques. Troisièmement, et la Cour va y insister terriblement, et on va voir plus tard que ça a été à la base d'un certain nombre de reproches assez virulents qui ont été formulés à son égard, la Cour va dire les enfants dont les parents sont mariés, ils bénéficient d'avantages matériels, mais aussi de bénéfices symboliques considérables. Ils peuvent grandir en ayant conscience de la sécurité, de la reconnaissance, de la pérennité de la famille dans laquelle ils grandissent, au point que si leurs parents ne peuvent pas se marier, ces enfants, ils sont stigmatisés. Et je cite la Cour suprême des États-Unis, ils sont stigmatisés parce qu'ils savent ou parce qu'ils ont le sentiment que leur famille vaut d'une certaine manière moins que les autres. Quatrième et dernier argument, le mariage est une institution fondamentale qui participe à l'ordre social américain. Ces quatre principes, dit la Cour suprême, il n'y a rien parmi eux qui justifie l'exclusion de leur champ d'application des couples de même sexe. Ils emportent donc la conviction d'emblée qu'une interdiction du mariage gay est contraire à la signification centrale du mariage. Ça se passe très différemment à Strasbourg. On avait la même idée de base. Il n'y a pas de droit de se marier pour les couples de même sexe dans la lettre du texte, mais on va voir ce qu'une interprétation évolutive peut donner. La Cour européenne avait aussi un arrêt très important sur le mariage, c'était l'arrêt Goodwin à propos du mariage des transsexuels. Elle avait affirmé, la Cour, que les transsexuels devaient pouvoir voir leur nouveau sexe pleinement reconnu, ce qui impliquait que si on était devenu une femme, on devait pouvoir se marier avec un homme, une personne du sexe opposé à son nouveau sexe. Et là, la Cour, elle ne va pas faire la même chose que la Cour suprême. Elle va refuser quelque part de transposer au mariage homosexuel d'éventuels principes de large portée découverts dans Goodwin. Elle va dire, la Cour, peut-être un peu platement, si je peux me risquer à une première critique, elle va dire, oui, ben bon, Goodwin, puisqu'il s'agissait de se marier avec une personne du sexe contraire à son nouveau sexe, c'est un mariage hétérosexuel et il n'y a rien à en tirer pour la revendication des couples homosexuels. Alors, la Cour va quand même trouver ailleurs un petit moteur pour faire évoluer son interprétation de l'article 12, et on retrouve l'article 9, j'ai déjà insisté sur le fait que ce serait lui qui serait au centre de la question. Je vous ai dit, cet article 9, il supprime la référence au sexe, il ne vise plus l'homme et la femme, et il compense ce pas en avant par une référence appuyée à l'autonomie que conservent les États pour ouvrir ou non le mariage. Eh bien, la Cour, constatant que cet instrument nouveau adopté dans un ordre juridique si proche d'elle et en réalité à l'intérieur d'elle qu'est l'Union européenne, la Cour européenne va dire, sur base de ce nouvel article 9 et de l'abandon de la référence à la différence des sexes, on ne peut pas dire que l'article 12 ne serait jamais applicable. Et là, je pense qu'il est important de mesurer la différence dans la formulation. On est au stade du constat ou non de l'existence d'un droit. La Cour suprême des États-Unis paraît un peu griller les étapes en disant d'emblée l'interdiction du mariage est contraire à la signification du mariage, tandis que la Cour européenne des droits de l'homme, faisant quand même un peu œuvre de modernisation de son article 12, le fait vraiment d'une manière extraordinairement timide en utilisant une double négation. Si on veut vraiment affirmer l'existence d'un droit, est-il nécessaire, adéquat, opportun de le faire en utilisant un double nœud? Voilà pour cette deuxième étape de constatation de l'existence ou pas d'un droit. Et il faut alors passer, puisqu'il y a des droits, à leur mise en balance avec des intérêts légitimement poursuivis par l'État. Et en réalité, cette étape paraît presque entièrement déterminée par la précédente. L'affirmation du droit au mariage à la Cour suprême des États-Unis est si forte qu'on comprend bien que ça va être pratiquement impossible pour l'État de faire valoir des arguments qui vont contrebalancer ce droit qui vient d'être affirmé. Et en réalité, ce passage de l'arrêt est tout à fait famélique. On n'y trouve pratiquement rien, si ce n'est la mention un tout petit peu dédaigneuse de deux arguments aussitôt balayés. L'argument que l'ouverture du mariage aux homosexuels porterait atteinte à l'institution
notamment parce qu'il y aurait ensuite moins de mariages hétérosexuels. C'est vrai que là, les États, s'ils ont présenté vraiment les choses comme ça, il y avait plusieurs États qui se défendaient, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied parce que c'est plus plaidable de dire que l'institution serait symboliquement changée, etc., que d'expliquer, en plus sans preuve, je dirais, statistique ou à propos de ce qui se serait passé ailleurs. Et donc là, le juge Kennedy explique, voilà, ça ne paraît même pas réaliste ou rationnel, donc non merci. Et puis alors il y a la question de la liberté religieuse, et ce n'est pas un argument non plus difficile à rejeter. On dit voilà, aux États-Unis la liberté religieuse est fondamentale et ça porterait atteinte à la liberté religieuse que les homosexuels puissent se marier. Réponse facile, non, non, on parle du mariage de droit, ce qui n'empêche absolument pas les personnes religieuses dont les convictions méritent le respect de se donner à elles leurs propres règles de vie à propos du mariage, donc il n'y a absolument pas de problème à cet égard. Dernière considération envisagée par la Cour suprême, est-ce qu'on pourrait dire par exemple que balancer, c'est parfois faire un compromis, ajuster? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire par exemple qu'on ne va pas donner le mariage aux couples de même sexe, mais qu'on va leur donner certains trucs, certaines prérogatives qui sont associées normalement au mariage, des avantages fiscaux, des avantages sociaux, de la solidarité alimentaire entre soi, etc., etc. La Cour suprême dit non. Par rapport à ce que j'ai expliqué ici quant aux raisons qui soutiennent le droit de se marier, l'attribution d'avantages ponctuels ne répond pas du tout au problème, ça ne règle pas la question de la dignité, ça ne règle rien de tout cela. À la Cour européenne, à l'inverse, l'affirmation du droit des homosexuels a été tellement faite à reculons qu'on se dit bien que l'État défendeur pouvait à peu près dire n'importe quoi pour justifier sa position. On avait déjà tellement insisté sur la liberté des États de se positionner que l'affaire est réglée en 2 paragraphes. On va simplement dire oui, mais attention, il y a dans les États des connotations culturelles et sociales profondément enracinées, et ces connotations culturelles et sociales vont justifier pratiquement à elles seules, sans aucune forme d'explication ou de concrétisation de ce que ça pourrait être et des dommages réellement risqués pour la société en cas d'ouverture du mariage. On a simplement cette mention. Elle est presque aussi longue sur ma dia que dans le texte de l'arrêt. Alors, par rapport à cette question du compromis et de la poire en deux entre droit individuel et objectif poursuivi par l'État, il y a aussi une attitude différente à la Cour européenne, puisque l'arrêt Schalke-Kopf est un arrêt qui portait en même temps sur le partenariat enregistré, qui existait à l'époque en Autriche. Et donc, d'une certaine manière, il y a quand même dans l'air de l'arrêt l'idée qu'ils n'ont pas le mariage, mais ils n'ont pas tout à fait rien. Et c'est d'ailleurs cohérent avec l'attitude plus générale de la Cour européenne qui, sans donner le mariage aux homosexuels, il ne l'a toujours pas fait aujourd'hui, multiplie tout de même progressivement les arrêts allouant aux homosexuels le droit au groupement familial, le droit à un statut alternatif, le droit à l'adoption de l'enfant par le partenaire de même sexe, etc., etc. Donc voilà ce qui se passe pour la mise en balance des intérêts. Alors, en bonus, il y avait l'argument de l'égalité qui a joué un rôle dans les 2 arrêts, mais là je vais y passer la journée, donc peut-être si vous avez une question là-dessus, ensuite on peut y revenir, mais là je vais vraiment être trop long, et je préfère alors passer au quatrième aspect, tel que j'ai présenté les différentes facettes du contrôle tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de la réserve dont doit faire preuve un juge des droits de l'homme quand il s'apprête à chambouler un ordre juridique incluant des centaines de millions de personnes et de frapper, ou de les toucher en tout cas, au plus intime, comme avec la question du mariage. De manière tout à fait intéressante, on retrouve vraiment dans les termes de l'arrêt cette idée qu'a priori il faut s'abstenir. Le juge Kennedy explique, face à la question du mariage, la Cour, sa première inclination, c'est une inclination à la prudence. À la prudence, explique-t-il, parce que le processus normal pour changer la société, c'est la démocratie. Et la démocratie qui se joue dans les États fédérés. De la même manière, à la Cour européenne des droits de l'homme, on rappelle dans l'arrêt Schalke-Kopf le principe fondamental suivant lequel le rôle de la CEDH n'est pas de s'empresser à substituer au choix posé au sein des États sa propre vision du mariage ou de la famille. Et il en découle, pour les États, une marge d'appréciation, c'est un des traits les plus célèbres, je crois, de la Cour européenne des droits de l'homme, une marge d'appréciation qui permet
aux États de réaliser la balance des intérêts a priori comme ils le souhaitent, le contrôle de la Cour n'étant que subsidiaire ou marginal. On a donc la réaffirmation de principes identiques qui vont donner lieu à nouveau à une mise en œuvre très différente. À la Cour suprême, le juge Kennedy dit « D'accord, la démocratie est l'instrument normal pour le changement, mais le droit constitutionnel, c'est précisément aussi, et le droit constitutionnel c'est la démocratie, c'est mettre hors de portée de la majorité qui est parfois une majorité qui oppresse les minorités. La Constitution, c'est aussi mettre à l'abri de la majorité les droits les plus fondamentaux des individus. Et quand la majorité a pris une décision qui porte atteinte aux droits, il n'y a plus lieu à être réservé aux prudents, il faut affirmer les droits. Et Kennedy va faire référence à un épisode jugé par lui malheureux de l'histoire judiciaire américaine, qui est l'arrêt Bowers de la Cour suprême des États-Unis. C'est l'arrêt dans lequel elle n'avait pas condamné la répression pénale de la sodomie, comme elle le fera beaucoup plus tard, après les années 2000, dans Lawrence. Mais dans cet arrêt Bowers, rendu je ne sais plus quand, je vous l'avoue, dans les années 70 ou 80 probablement, la Cour suprême avait au contraire validé la possibilité pour le Texas de condamner pénalement les homosexuels qui se livraient à des actes intimes. Et Kennedy explique cet arrêt Bowers, on avait cru bien faire en étant prudent, on avait cru bien faire en étant retenu, et en fait on s'en mord les doigts parce que c'est un arrêt qui aujourd'hui encore entache disons, l'histoire judiciaire de la Cour suprême des États-Unis. C'est une décision dont on devrait avoir honte, estime Kennedy, et donc ne refaisons pas, dit-il, la même erreur en manquant le train de la modernité aujourd'hui que nous est posée la question du mariage homo. Il estime en outre que la diversité des solutions dans les États américains, si elle est a priori peut-être un argument en faveur du respect de ce pluralisme, peut aussi, dans un contexte où un droit fondamental américain, garanti par la Constitution fédérale, donne lieu à des interprétations très différentes, il dit peut-être que le rôle de la Cour suprême est aussi d'harmoniser cette compréhension de ce que dit la Constitution fédérale des États-Unis. Comment ça se passe à Strasbourg ? Évidemment très différemment. On a affirmé le principe de la retenue et on va trouver un argument supplémentaire dans le fameux article 9 dont je vous ai dit qu'il procurait clé sur porte presque l'ensemble du raisonnement tenu par la Cour dans l'arrêt. L'article 9 justifiait la modeste extension du champ d'application du droit de se marier, mais l'article 9 contient aussi une référence aux législations nationales qui vient quelque part, cette fois-ci, soutenir l'idée de subsidiarité et soutenir l'idée qu'il faut laisser la main aux États. La Cour européenne va, de la même manière que la Cour suprême, se référer à son histoire et à un arrêt qu'elle a pu rendre auparavant. C'est le fameux arrêt sur le mariage des transsexuels dont je vous ai parlé. Les transsexuels ont le droit de se marier avec une personne du sexe opposé à leur nouveau sexe. Et la Cour va dire, oui, je sais bien que dans cette affaire Goodwin, il n'y avait pas non plus de consensus parmi les États européens. Et j'avais quand même imposé la reconnaissance du sexe civil et en conséquence la possibilité de se marier avec une personne de l'autre sexe. Mais, explique-t-elle, dans Goodwin, il y avait une chose très importante, il y avait une convergence internationale de standards, du soft law, des prises de position du Conseil de l'Europe et des Nations Unies, qui laissaient entrevoir l'émergence progressive d'une faveur internationale pour la reconnaissance du transsexualisme. Pareille faveur internationale, juge la Cour, n'existe pas ici, ce qui justifie que je n'adopte pas une approche aussi moderne ou audacieuse que celle que j'avais adoptée dans Goodwin. Et par ailleurs, la Cour colle à l'idée de base, suivant laquelle, à défaut de consensus, il y a lieu de se retenir d'imposer une solution unique. Voilà. Je suis très en retard, Michel. Non. C'est parfait. Tu m'étonnes. Ah non, mais j'ai pas fini. Ah non. Non, voilà. Attention. Oui. Tu arrives aux conclusions. J'arrive quand même aux conclusions, oui. J'arrive aux conclusions parce que, voilà, ce serait un peu court si on ne se demande pas... Voilà, que faut-il penser peut-être de ces arrêts quel est le bilan qu'on peut en tirer? Peut-être quant à la cause qui faisait l'objet de l'affaire, le mariage gay, et puis plus largement quant aux familles, quel va être l'impact sur les familles. Et donc il me semble qu'on peut dire qu'on a là deux stratégies fort différentes.
la stratégie de la Cour suprême, ça peut être, on peut la décrire comme une stratégie du choc. On a là affirmé de manière assez audacieuse le droit au mariage des couples gays. On s'est appuyé à chaque étape sur la position, la manière la plus libérale de mener à bien une des étapes du processus, en lisant l'histoire de manière dynamique, en faisant un raisonnement audacieux, extrapolant des principes relatifs au mariage de large portée qui s'appliquent au mariage gay également. On a balayé d'un revers de main les intérêts étatiques, et puis finalement, on a affirmé que dans certains cas, une Cour suprême devait prendre son courage à deux mains et imposer une solution, même face à la diversité des solutions au sein des États fédérés. La Cour européenne, on peut plutôt décrire sa stratégie comme une stratégie des petits pas, où il y a certes une lecture dynamique de la Convention et de l'article 12 à la lumière d'un nouvel instrument européen. On a donc en conséquence une extension très timide, mais une extension tout de même du droit au mariage. Mais peut-être que cette extension conduit finalement à affirmer par une double négation un droit dépourvu en réalité de toute épaisseur, puisque précisément il était si fragile ce droit que la mention, la simple mention, pas l'explication, la mention évanescente de connotations culturelles et sociales, et ça ne veut rien dire non plus, pas plus que la vie privée ou la liberté, cette simple mention a suffi à renvoyer les requérants chez eux, et puis cette insistance sur laquelle j'ai terminé pour les législations nationales. Alors, sur la cause du mariage homosexuel, on peut dire que la stratégie du choc a certainement induit un progrès spectaculaire de la cause gay. Les gays étaient très très heureux aux États-Unis et ils pouvaient certainement l'être. Ce qu'on n'avait peut-être pas aperçu, enfin ceux qui suivent ça de près l'avaient aperçu d'emblée, c'est le risque de backlash, parce que cette décision a fâché. Elle a fâché au sein de la Cour suprême. Le nouveau Chief Justice, John Roberts, a fait une opinion dissidente, furieuse. Il en a été de même de Clarence Thomas et des conservateurs habituels de la Cour suprême. Donc cette décision crée une crispation dans la société américaine et tout le monde a peur d'un effet Roe versus Wade. Roe versus Wade, c'est l'arrêt où la Cour suprême en 73 avait affirmé de manière un peu tonitruante et très audacieuse le droit à l'avortement. Et cet arrêt, certains disent qu'il a polarisé pour des dizaines d'années la société américaine autour de la question de l'avortement, portant peut-être préjudice aux droits des femmes qu'il prétendait faire avancer de manière spectaculaire. Et donc certains craignent un peu un effet à la Roe versus Wade, arrêt Roe versus Wade dont la très libérale Justice Ginsburg a elle-même considéré que c'était allé trop loin, trop vite, et que ça avait peut-être fait du tort à la cause. Et les premières manifestations concrètes de ce backlash, c'est probablement l'affaire du gâteau de mariage homosexuel qui a été plaidé à la Cour suprême le 5 décembre, affaire dans laquelle un homme prétend pouvoir, au titre de ses droits constitutionnels, refuser de préparer un gâteau pour un mariage homosexuel. Cette affaire a été très sérieusement plaidée. Il n'est pas du tout sûr de l'issue qui sera la sienne. Il y avait des centaines de personnes devant la Cour suprême. Et donc on a une des manifestations tangibles du backlash, c'est précisément que des officiers publics vont refuser de célébrer des mariages, il y en a déjà eu, et que des privés vont refuser de prêter leur main au mariage. Et on va avoir un peu comme avec Roe versus Wade, des litiges constitutionnels qui vont naître à la suite de cette décision. Alors est-ce que c'est mieux de faire des petits pas, comme la CEDH? Bien sûr, les États sont moins fâchés. Les États, si on leur dit qu'ils peuvent faire comme ils veulent, ils sont évidemment contents et ils sont peut-être prêts à accepter qu'on leur impose des statuts alternatifs, qu'on leur impose l'adoption du partenaire, des petites choses moins éclatantes ou visibles que le mariage gay. Ce qu'on peut certainement avoir comme déception, et je vous en ai déjà dit un mot, c'est cette idée que finalement, qu'est-ce que ça veut dire affirmer l'existence d'un droit si ça n'a aucune conséquence? La conséquence minimale d'un droit, c'est l'obligation de l'État de se justifier de manière solide, et ça, il n'y a pas. Donc on peut quelque part avoir un peu la crainte aussi de ce qui se passe dans la jurisprudence de la Cour européenne à propos de l'avortement, au sens où dans ABC contre Irlande, on dit oui, l'avortement relève du droit à la vie privée des femmes, mais il n'en découle presque aucune obligation, même en termes de justification par les États, puisque dans l'histoire de l'avortement, de la même manière qu'il suffit en matière de mariage d'invoquer les connotations culturelles et sociales, en avortement, il suffit d'invoquer la morale. Pardon, mais en matière de concepts creux, on est vraiment dans le top. Donc il y a ce risque-là. Et c'est d'autant plus dommage que dans un autre arrêt,
que j'ai déjà évoqué, celui à propos de l'adoption au sein du couple de même sexe, la Cour a bataillé pas à pas avec l'argument du gouvernement suivant lequel ce qui l'opposait à l'adoption homo, c'était la tradition, la famille traditionnelle. Et là, la Cour a bataillé. C'est donc possible de discuter la tradition, c'est donc possible de remettre en cause des connotations culturelles et sociales et de voir les conséquences dommageables qui résulteraient peut-être éventuellement pour la société du changement, du bouleversement d'une tradition. Quid pour la famille en général? C'est la toute dernière slide, Michel, je suis navré. La stratégie du choc, quel va être son impact sur les familles en général? Il y a un autre petit problème avec l'arrêt de la Cour suprême, et j'ai essayé d'y insister tout à l'heure, c'est que l'affirmation assez spectaculaire de l'égalité entre les homos et les hétéros passe par une forme d'apologie du mariage, une sorte de célébration du mariage, d'affirmation de ses très nombreuses vertus, qui par effet de vase communicant déprécie d'une certaine manière la famille hors mariage. Et ça, ce sont plutôt les académiques, les professeurs d'université américains, crient un peu, parce que non seulement ils ont peur du backlash, mais ça c'est la société entière, mais en plus ils voient là toute une série de phrases qui peuvent être autant d'arguments. Je vous disais tout à l'heure, ils sont stigmatisés parce qu'ils ont le sentiment que leur famille vaut d'une certaine manière moins. Ces enfants qui vivent dans les couples homosexuels, cette validation de la moindre valeur de la famille hors mariage pourrait avoir des conséquences terribles dans les mains de ceux qui, devant les cours et tribunaux américains ou devant la Cour suprême une autre fois, s'appuieront là-dessus pour justifier des différences défavorables pour les couples non mariés. Ça, c'est un problème possible avec l'arrêt de la Cour suprême. La stratégie des petits pas de la Cour européenne des droits de l'homme, et j'ai dit un peu du mal de mon ordre juridique ici, donc ça compense un tout petit peu, parce que la stratégie qu'adopte la Cour, c'est de refuser quelque part d'affirmer très clairement le droit au mariage homosexuel, mais petit à petit, on engrange quand même, je l'ai dit, un certain nombre de bénéfices qui ne sont pas négligeables. Oliari et autres imposent à l'Italie de faire un statut alternatif pour les couples gays. Aldegger, très récemment rendu, impose qu'au sein du Conseil de l'Europe, pour les besoins du regroupement familial, on assimile les partenaires homosexuels à des époux s'ils ne peuvent pas se marier dans le pays où ils se trouvent, et donc ils peuvent voyager avec leur famille. On donne quelque part, pas le titre mariage, on essaye de passer son contenu par une porte dérobée, et c'est quand même aller relativement loin, puisque l'adoption, au fond, ça n'est pas anodin. La grande chambre de la Cour a quand même affirmé que l'Autriche devait permettre l'adoption par un couple homosexuel. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, et ça n'implique pas, comme à la Cour suprême, l'obligation de mettre en valeur la famille homosexuelle en dévalorisant par effet de vase communicant la famille hors mariage. Et ça permet donc à la Cour de travailler en parallèle sur ce terrain-là aussi, en contestant progressivement les différences opérées entre les familles fondées sur le mariage et les familles hors mariage. On a un arrêt important où la Cour le dit, il est un peu compliqué, je ne vais pas me lancer dans des explications, mais la Cour il dit, bon, finalement, entre mariage, partenariat, union libre, les choses commencent quand même à s'estomper, on n'est plus dans des modes de vie absolument différents. Et surtout dans Emonet contre Suisse, où il était question de l'adoption d'un enfant, la Cour va dire, du point de vue de l'adoption d'un enfant, couple marié, couple non marié, vous comprenez, ça n'est quand même plus si fondamental. Et donc, quelque part, cette réserve, qui est un peu décevante, je ne m'en cache pas, de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, elle laisse au moins cette possibilité d'avancer pas à pas. Donc, ce qui aurait probablement été bien, c'est que la Cour européenne, sans aller peut-être aussi loin que l'a fait la Cour suprême, tout de suite en tout cas, prenne au moins la peine de poser des jalons. Et c'est peut-être ça qu'on peut regretter. Il y avait moyen, sans aller aussi loin que consacrer le droit, de dire, voilà, chers États, je commence à accumuler des raisons significatives tendant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Chers États, les justifications que vous proposez dans le contexte d'aujourd'hui me paraissent tout de même de plus en plus fragiles. Soyez attentifs, comme elle l'a déjà fait dans plein d'autres dossiers, soyez attentifs parce que je suis clémente aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui, dans un contexte un peu différent. Demain, ça ne serait pas nécessairement pareil. C'est ça qui serait, à titre personnel en tout cas, mon regret. Et donc, pour conclure, voilà, avec une photographie,
Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire certainement que la Cour suprême et la Cour européenne des droits de l'homme utilisent franchement les mêmes outils, les mêmes méthodes de raisonnement à la grosse louche. On voit aussi que l'usage que l'on fait de ces instruments est très libre et qu'à partir des mêmes principes réaffirmés systématiquement des deux côtés, on peut prendre des directions tout à fait opposées. On voit aussi que ça n'est pas parce qu'on prend une décision qui a l'air libérale ou conservatrice que les effets de cette décision vont nécessairement être exactement ceux qu'on espère. Et ça, ce sont les risques que je viens d'évoquer. Et donc je pense, au regard de cette similitude, de ces différents constats, que ces juges, eh bien, ils devraient franchement discuter un petit peu plus entre eux. C'est ici une photo de la Cour suprême et je voudrais pointer en particulier cette frise là-haut. C'est une frise décorative qui représente les grands législateurs du monde entier. Il y a Moïse, Hammurabi, Justinien, Napoléon, tout un tas de gens. Et je pense sincèrement que cette frise, elle est une invitation évidemment à la prise en compte du monde. Elle est une invitation au dépassement d'une certaine insularité. Et c'est un dépassement qui existe. Le juge Breyer de la Cour suprême a très souvent affirmé nous, les juges des droits de l'homme, nous devons trancher les mêmes questions, nous avons entre les mains le même genre de texte abstrait et difficile, nous avons les mêmes outils d'analyse intellectuelle, donc nous devons parler. Les juges de la Cour suprême et ceux de la Cour européenne se sont rencontrés une première fois il n'y a pas si longtemps à l'université George Washington à Washington pour évoquer les façons qu'ils ont de réfléchir, les problèmes, etc. Et je crois que c'est à cultiver, non seulement entre la Cour suprême et la Cour européenne, mais aussi entre toutes les autres cours qui travaillent sur les droits de l'homme. C'est à cultiver. Pourquoi? Parce que c'est une double source de légitimité. Je vous disais que la légitimité était une grande question pour les juges des droits de l'homme. C'est une double source de légitimité parce que d'une part, il y a une légitimité accrue au titre de l'autorité que peuvent avoir, il y a des cours suprêmes voilà, très célèbres, pour la Cour suprême du Canada en fait partie d'ailleurs, ce qui explique que dans le cas de l'assistance au suicide, tant la Cour suprême des États-Unis que la Cour européenne des droits de l'homme se soient référés à sa jurisprudence. Donc, une source de légitimité au sens de l'autorité que l'on peut emprunter à un autre juge, et puis aussi une source de légitimité au titre de la qualité et du raisonnement. Ça n'est pas possible à cause de la chronologie. Schalke-Kopf a été rendu avant Obergefell, mais on pourrait souhaiter, par exemple, que s'il y avait un nouvel arrêt sur le mariage homo, le nouvel arrêt prenne en compte la démarche, le raisonnement qui a été tenu par la Cour suprême des États-Unis, l'enrichisse, le développe, le raffine, et on aurait des décisions qui probablement seraient nécessairement de meilleure qualité. Là, j'ai été trop long. Voilà. Merci beaucoup, Geoffrey, pour cette excellente présentation qui nous rappelle aussi beaucoup la façon de procéder de notre propre Cour suprême du Canada. Et si je me souviens bien, la Cour européenne des droits de l'homme était passée l'an dernier, ou il y a 2 ans, pour peut-être dans la même série de visites internationales pour rencontrer nos juges ici. J'en avais eu vent. Alors, merci infiniment, mais si on va avoir le temps pour quelques questions, comme il y a une autre réunion à 13h ici par notre recteur, non le moindre. Respect. Il faut qu'on respecte le temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être vous vous identifiez, puis... Bonjour, M. Boudreau. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Ça soulève plein d'interrogations de multiples façons. Et là, je vais commencer par la plus importante. Mais quel est le rôle de ces juges? Parce que si vraiment ils sont dans la construction d'un droit de la personne qui est tiré de la société, et de l'évolution de la société, ils ont juste à laisser la société s'arranger. Ils n'ont plus de rôle additionnel. Ils ont, dans mon esprit, plus de légitimité. Leur rôle était de s'opposer à la majorité pour préserver ce bassin de droit que même la démocratie ne pouvait pas mettre en œuvre. Alors, il y a vraiment un problème ici, dans mon esprit, de légitimité, que ce soit la méthode brutale, au moins ils affirment le droit. D'ailleurs, il faut
demander, quand ils rendent une décision, jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont une mission d'éduquer la population? Point d'interrogation. Leur mission, c'est de rendre justice. Alors ça, c'était ma plus grande interrogation. Et la deuxième, c'était peut-être de vous demander comment vous articulez ce rôle de ces juges dans les théories pluralistes, dans les théories du postmodernisme, où chaque collectivité développe ses propres valeurs, fait une autogouvernance, là, la norme va venir du bas. Comment est-ce que vous conciliez ça avec ces valeurs qui seraient affirmées, si j'ai bien compris, sur un plan international? En réalité, c'est vraiment une des questions les plus fondamentales. C'est une dialectique, on peut pas le dire autrement. C'est une dialectique au sens où les droits de l'homme sont un acquis universel qui a émergé de manière universelle, qui est protégé de manière universelle. Et dans le même temps, il y a effectivement cette vocation, enfin cette volonté plutôt, de respecter les communautés locales, qu'elles soient nationales ou infranationales. Mais c'est une tension qui est comparable à celle de l'intégration dans une fédération. Donc la question est qu'est-ce qu'on met en commun, qu'est-ce qu'on garde propre, et c'est toute la difficulté de la position d'un juge des droits de l'homme que de sentir à quel moment il doit cristalliser une valeur commune au lieu de laisser chaque État faire comme il le souhaite. Et je dirais que le principal indicateur, c'est le poids des droits, c'est-à-dire que quand on estime qu'un droit fondamental est un droit très très important, eh bien il y a d'autant moins de marge de manœuvre pour les velléités locales. Je pense au plus puissant des droits, l'interdiction de la torture. Il n'y a pas de multiculturalisme en matière de torture et personne ne s'en plaint. Et donc l'idée, si on transpose ça à la sphère de la vie privée et familiale, c'est un peu qu'il y a probablement au milieu de l'article 8 ou au milieu du right to privacy un noyau dur, et que quand on s'approche de ce noyau dur, la Cour doit être particulièrement vigilante. Je pense peut-être au châtiment corporel, je pense à la non-reconnaissance du transsexualisme, dont il est maintenant totalement acquis, que voilà, tout le monde partage l'idée que la Cour européenne a bien fait d'exiger que les personnes opérées puissent voir leur nouveau sexe reconnu. Donc ce que vous pointez, c'est vraiment l'opération du principe de subsidiarité, et c'est une sorte d'intuition à avoir, et l'intuition va se fonder non seulement sur le poids du droit, et l'autre aspect, c'est le consensus des États. Et disons que, voilà, effectivement, une Cour des droits de l'homme n'est pas là uniquement pour entériner ce que dirait un nombre suffisamment significatif d'États. Sinon, voilà, la Cour européenne dit j'ai 47 États, eh bien, il y en a 25 qui désormais permettent, donc, hop, je tamponne que c'est un nouveau droit de l'homme. Ça, c'est un peu triste, c'est pas très intéressant, et puis, ce n'est pas ça. Parfois, il y a un droit qui n'est pas encore garanti par une majorité ou même un nombre significatif, mais la Cour sent à un moment historique, c'est ce qui s'est passé dans Goodwin, elle sent une sorte d'aspiration, une cristallisation de valeurs. On est dans l'évanescence, je ne prétends, ça n'est sûrement pas une science exacte, mais toute la difficulté consiste à se donner des règles d'interprétation, des principes dont l'articulation va pouvoir être considérée convaincante par ceux qui reçoivent. Voilà, c'est une très longue réponse et je vais encore ajouter un petit truc. C'est que, évidemment, cette question de la subsidiarité ne se joue pas de la même façon tout à fait au Canada, aux États-Unis, en Europe, puisque là, on retrouve cette idée qu'il s'agit quand même d'États. Donc, on a payé très cher en Europe la conviction qu'un pays ne pouvait pas sortir d'une organisation internationale. On sèche encore les larmes du Brexit et on espère même, à vrai dire, qu'une marche arrière est possible. Mais donc, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, rien ne l'empêche, ou la Russie, ou la Turquie, de sortir du Conseil de l'Europe et de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Je me suis laissé dire que certains États américains pouvaient éventuellement aussi envisager. Donc c'est ça quelque part l'arme absolue des États à l'égard du juge des droits de l'homme, c'est dire si vous allez trop loin dans ce que vous m'imposez, je sors. Et voilà,
c'est plus susceptible de se passer dans le contexte européen, ce qui peut expliquer que voilà, nos juges de la Cour suprême se sentent à un moment une vocation à imposer d'autorité le droit à l'avortement, le droit au mariage gay, là où le juge européen va passer par une politique des petits pas ou par une politique de la porte dérobée, en essayant de faire passer le plus possible du contenu du mariage aux homos, sans leur donner l'enveloppe avec le mot mariage écrit dessus. Et voilà. Oui, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? Ça va? Juste pour renchérir un petit peu sur ce qu'a dit Mistral, c'est vrai, si on fait par exemple l'analogie par rapport au droit interne où les gens ne peuvent pas sortir, on peut quand même se dire que les droits de l'homme fonctionnent à travers le déploiement progressif d'atteintes à la dignité humaine qui parfois ne sont pas, disons, au diapason avec la majorité de la population. C'est comme ça qu'on a dû criminaliser l'homosexualité dans notre code criminel à un moment où la population n'était pas du tout d'accord avec ça. Mais Pierre Trudeau, le père du ministre, a dit, bon, peu importe ce qu'en est la population, c'est une atteinte à la dignité humaine. Et donc, on a le courage politique de le faire en se basant sur l'idée des droits de la personne. Et donc, des fois, et là, bon, on ne peut pas sortir de notre état, n'est-ce pas? Des fois, c'est ce courage politique d'aller au-delà, comme dirait Mistral, de ce que veut la majorité. Il est tout à fait indispensable, et c'est en ce sens que je terminais sur la légitimité, parce que moi je crois que voilà, les sociétés canadiennes, les sociétés latino-américaines, les sociétés américaines et européennes sont des sociétés différentes mais qui se ressemblent. Et donc, si on peut, dans une décision de la Cour européenne, dire « Regardez, le juge interaméricain des droits de l'homme est parvenu à cette conclusion-là. Le juge de la Cour suprême va dans le même sens. Est-ce qu'il n'est pas temps ici, nous qui partageons avec eux des valeurs affirmées dans tout un tas de textes internationaux, de franchir le cap, d'avoir ce moment de courage politique et de cristalliser un nouveau droit. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Je veux, au nom de la section, vous offrir un petit souvenir. C'est très, très gentil. Pour vous remercier pour merci cette beaucoup. excellente présentation. Merci.